Et générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Il y a très peu de temps, mais vraiment très peu de temps, on parlait de Andrei Roublev, parce qu'un livre, le voici, Tarkovsky, Andrei Roublev, 1964-1971, c'est édité chez 202 éditions. Et il faut savoir qu'il y a une collection autour de l'œuvre de Tarkovsky, on va dire lancée, initiée par Maurice Darmon, que je remercie d'ailleurs pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Nous avons fait pas mal d'émissions sur la chaîne. On est revenu donc sur Solaris 1972 avec l'un de mes invités d'aujourd'hui, Jacques Aumont, que vous connaissez très très bien. Puis il y avait ensuite Miroir 1964-1975. Tarkovsky, Nostalgia, Guerra, donc Tonino Guerra, 1976-1984, et 5 vues sur le sacrifice, 1986. Ça, c'est Maurice Darmon, je présente, et qui était venu bien évidemment sur la chaîne. Aujourd'hui, un nouveau livre, Stalker, Tarkovsky dans les pas de Stalker, 1973-1979, toujours chez 202 éditions. Vous avez toutes les informations dans le descriptif pour vous procurer le livre. Et ce livre a été pensé et écrit par deux personnes. Ils sont là aujourd'hui, Vincent Amiel et Jacques Aumont. Je crois avoir tout dit. Juste une question, lambda, bateau. Comment allez-vous, messieurs? Ça va. Stalker est loin, mais ça va. Très bien. Ou peut-être grâce à ça, ça va. Ben, on va continuer sur l'euphorie qui vous gagne. Question numéro 1. Pourquoi Tarkovsky est très content? Ouais, Je triche un peu, je triche un peu. je réponds, puis Vincent, tu enchaînes quand tu le sens, hein. Il était très content parce qu'il avait enfin trouvé la clé. Il y a eu un petit miracle, hein, sur Stalker. Euh, je ne vais pas commencer à faire à dériver trop, mais on a eu accès quand même à pas mal de documentation. Et c'était intéressant parce que visiblement, quand Tarkovsky est parti pour faire Stalker, il en avait très envie parce qu'il avait lu le roman des frères Strugatsky 4 ans avant, au moment où il a été écrit. Et depuis ce moment-là, ça le titillait de faire un film avec ça. Et donc il se lance, il fait son film, mais il arrive à rien, quoi. En gros, d'après tous les témoignages, c'est pas terrible, il est pas vraiment content de ce qu'il fait. Et là, à l'été 77, il y a une catastrophe. Tout ce qui a été tourné, c'est-à-dire 3/4 du film, est complètement foutu au tirage au laboratoire parce que c'était une pellicule Kodak importée de l'étranger qui était maltraitée par les labos russes. Le film est foutu. Et là, cette catastrophe se transforme en miracle. On ne sait pas comment, on ne le sait pas, hein, il y a plusieurs versions là-dessus, mais tout à coup, le Goskino, de qui tout dépend, qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma russe, décide que c'est pas un film en une partie, mais en 2 parties. Le budget est doublé, Tarkovsky peut repartir et faire son film, et à partir de là, on a le sentiment qu'il sait à peu près maintenant, peut-être que ça l'a secoué, on ne sait pas. En tout cas, là, il sait vraiment ce qu'il veut. Il passe des commandes très très fermes aux 2 écrivains qui faisaient le scénario, et petit à petit, à la 11e, 12e ou 13e version, on ne sait plus très bien, ils lui fournissent un scénario qui enfin lui convient, et là, Tarkovsky est content. C'est pas moi qui le dis, c'est les Strugatsky, Tarkovsky est content. C'est l'intitulé de votre premier, du premier, on va dire premier chapitre. C'est pour ça que je me suis permis. Oui, J'ai oui, permis bah, de le parce que c'est préciser. vraiment un film c'est un film étrange, hein, mais qui a eu un tournage assez, bon, comme tous les Tarkovsky, hein, mais celui-là spécialement, il a eu un tournage vraiment étrange. Et Dieu sait si Tarkovsky n'est pas souvent content, hein. Quand on lit son journal, il est souvent plus râleur et il peste contre tout et tous qu'il ne s'en satisfait. Voilà. Donc c'est un film à marquer, en l'occurrence, d'une pierre blanche. Mais j'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, mais en lisant les premières lignes, juste les premières lignes, hein, de ce premier chapitre, j'ai l'impression que lorsque vous avez découvert tous les deux ce film pour la première fois, c'était pas évident.
Alors je me souviens, Jacques, que quand vous étiez venu nous parler de Solaris, c'était vraiment pas évident et vous avez appris à le dompter, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais j'ai l'impression qu'avec celui-ci, vous dites même qu'à un moment, vous dites, enfin au pluriel, vous dites ensemble qu'il y a énormément de dialogue et c'est même parfois très verbeux, si je me souviens bien du mot utilisé. Donc, est-ce que vous aviez au départ un problème avec ce film? Alors, c'est vrai que c'est un film bavard, par moments bavard, comme le sont souvent les films de Tarkovsky, mais c'est aussi un film qui se prête tellement facilement au jeu d'interprétation que c'est aussi pour nous qui avons souvent une perception des films qui est plus plastique, qui est plus esthétique peut-être, et qui aimons nous en approcher comme ça. Le côté ultra symboliste de la trame narrative et de beaucoup des éléments du film est aussi quelque chose, je crois, je ne veux pas parler en nos deux noms, mais en tout cas pour moi, a pu me mettre à distance aux premières visions du film. Je vais redire à peu près la même chose que Vincent, mais j'ai eu le temps pendant qu'il parlait, de le formaliser. Au fond, il y a 3 films dans Stalker, hein. Il y a les dialogues. On a écrit théâtre existentialiste, et je m'en dédie pas, c'est vraiment ça, hein, et par moments, c'est assez pénible. Je me rappelle, ça a toujours été ma réaction devant Stalker, et je crois celle de beaucoup de gens. Ça, c'est le premier Stalker. Le deuxième Stalker, c'est l'allégorie. Cette zone qu'on ne sait pas très bien quoi en faire toujours, on va sûrement en reparler. Ce Ouais. personnage du Stalker, on ne sait pas trop quel est son statut non plus. Enfin, on va sûrement en reparler de ça, parce que Oui, c'est oui, une des choses les plus belles et les plus importantes du film. Et puis, il y a un troisième film qui est tout le travail sur l'image, avec les objets, les textures, les couleurs, enfin tout ce que Tarkovsky sait tellement bien faire, enfin c'est la magie Tarkovsky. Donc il y a 3 films qui se déroulent en même temps. Il y a un spectateur qui l'a dit d'ailleurs, on l'a cité, qui disait que c'était très difficile de voir ce film parce qu'on ne savait pas s'il fallait écouter ou regarder, et que faire les 2 ensemble était très difficile. Et je crois que ça reste vrai, hein, le spectateur, même un spectateur aussi intelligent et aussi bien formé que nous deux, a du mal devant le film parce que on est pris dans 3 directions différentes en même temps, quoi. Il faut vraiment les satisfaire toutes les 3, sans ça on manque le film. et puis, quand le film sort, en URSS, moi, lecteur de 2026, j'apprends qu'il a fait 4 millions d'entrées. On peut pas comparer ces 2 dates, mais c'est quand même, comment dire? Ça sautille, 4 000 000 de personnes qui vont voir, je me dis: «Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait 4 millions de personnes qui iraient voir un film du même acabit que Stalker, aujourd'hui, au cinéma?» Vous citiez, un spectateur, mais vous citez aussi un acteur et ça, c'est très intéressant ça parce que, je vais me permettre de le lire, donc c'est tout au début, hein, c'est page 14 et l'acteur en question, c'est l'acteur du film, c'est Alexandre Kayadadovski, j'espère que je l'ai bien prononcé. En gros, voilà ce que vous écrivez: «Avant même qu'aucun spectateur eût une chance de se laisser prendre à cette machine anthologique, un homme au moins en avait compris le mécanisme central, l'acteur du film, donc Alexandre Kaydanovsky, dont nous redirons combien la participation fut capitale pour qu'ait lieu le miracle de la présence filmique. Se plaignant amèrement que Tarkovsky semblât accorder plus d'importance au décor qu'aux acteurs, il finit par comprendre que dans la dialectique tarkovskienne, l'un ne va pas sans l'autre. Et je crois que c'est lui je le cite, jusqu'à présent, j'ai tourné avec des réalisateurs pour qui l'essentiel est l'acteur et non la figuration elle-même. Mais je reste persuadé que le cinéma, c'est d'abord et avant tout l'image et l'acteur. Le vrai cinéma, c'est quand l'acteur devient un des éléments du plan. Bien sûr, dans ce type de cinéma, l'acteur est moins libre et doit pouvoir s'insérer organiquement dans le cadre proposé par le réalisateur. Il doit rendre concret avec son corps le côté conventionnel qui en résulte, sans perdre son sentiment intérieur ni l'organicité naturelle de son existence dans le cadre. Je suis très proche de l'exigence de Tarkovsky de jouer non pas les mots, non pas le sens de la scène, mais un état. Si je comprends bien, l'acteur ne doit pas dominer le plan. Et puis vous continuez en disant que voilà, vous admirez beaucoup cette lucidité. Et puis vous dites surtout, nous pouvons rire de lui, le trouver touchant, le plaindre. S'il ne devient pas notre guide, nous ne verrons pas le film. Et je trouve ça assez intéressant de parler de l'acting. C'est assez rare, je crois, quand on évoque Tarkovsky, d'aborder cet aspect-là du film.
Oui, il faut dire que Kajdanovski est une pièce maîtresse du film, hein. C'est un acteur qui, dans sa vie personnelle, privée, était, je crois, assez, enfin, d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, assez étrange et hors norme, et qui apporte au film une dimension qui est une dimension propre. Alors, c'est toujours passionnant de voir quelqu'un qui est fort à l'intérieur d'un film réalisé par un cinéaste lui-même fort, qui maîtrise, qui commande, etc. Donc il y a deux personnalités qui ne s'opposent pas du tout, mais qui jouent de concert dans le film, et Kajdanovski apporte une présence, c'est un mot que vous avez cité là, apporte quelque chose de concret qui ne va pas tout à fait dans le sens d'un acting traditionnel, euh, tout en jouant le jeu de Tarkovsky en définitive. Hein, donc il y avait là une dimension physique, une dimension d'incarnation qui nous a paru à l'un et à l'autre très importante. Oui, je prolonge un tout petit peu, on pourrait rester très longtemps là-dessus parce que ça, c'est une des choses vraiment essentielles, hein, de Stalker et de Kajdanovski dans Stalker. Ça, évidemment, ça fait penser à Bresson, hein, la consigne tarkovskienne, ne joue pas trop, soit là, soit présent. On pense tout de suite au modèle bressonien, mais je crois que c'est pas exactement ça, c'est lié à ce désir, on l'a dit dans le film, je ne sais plus trop dans quel chapitre, on l'a dit aussi, cette consigne de Tarkovsky à ses acteurs, vous ne devez pas jouer un personnage, vous devez jouer une scène. Et ça, c'est très très important. C'est un film qui est fait de scènes successives et la cohérence de l'ensemble, c'est Tarkovsky et le montage qui l'assure, c'est pas le jeu des acteurs. Il était très très ferme là-dessus, Tarkovsky. Et Kajdanovski a été magnifique parce qu'il a compris ça. Pour un acteur, chapeau, hein, c'est pas évident. Comment, alors une petite question avant qu'on parle de certains aspects qui se trouvent dans le livre, on ne pourra pas parler de tout le livre, ça c'est voilà, malheureusement, mais juste ça c'est plutôt une question de la cuisine interne pour le coup. Comment vous vous êtes réapproprié ce film? Comment vous avez pensé l'architecture du livre? Et puis surtout, comment on est, j'imagine que vous vous connaissez, donc ça serait plus simple, mais surtout, comment on écrit à plusieurs mains autour d'un film surtout autour de Tarkovsky? J'espérais que la question ne serait pas posée, mais nous ne répondrons pas. Vincent, sauf si tu tiens à révéler nos secrets de fabrication, mais moi je préfère pas. Je Je respecte. préfère qu'on considère ce livre comme signé par deux auteurs et qu'on ne sache pas exactement comment il a été écrit. J'ai participé à des livres écrits à plusieurs où chacun signait son chapitre, toi aussi sûrement Vincent. Là, non, on a vraiment, dès le début, décidé qu'on ne ferait pas la distinction. Et je crois qu'à lire enfin j'en sais rien, mais je crois qu'à lire le livre, c'est relativement difficile de savoir qui a écrit quoi, ce qui me fait plaisir. Oui, oui, tout à fait. Donc, la non-révélation des secrets ne vient pas du fait qu'il y aurait un antagonisme caché et que nous voudrions sceller maintenant, mais au contraire, Ça va être le clash de YouTube. voilà. Non, au contraire. Il y a eu presque trop d'accords pour se partager les sujets. Et après, bon, pour le plan, on a fait avec ce qu'on avait, en essayant de rendre ça lisible. Et avec ce qui nous attirait justement dans le film, hein. C'est vraiment le principe. On écrit l'un et l'autre pour notre plaisir, et donc l'idée, c'était aussi d'écrire sur ce qui nous faisait plaisir intellectuellement, hein, dans le film. Alors, une petite question encore faussement indiscrète. Est-ce que c'est Stalker qui est venu à vous? Voilà, je la formule peut-être autrement. Oui, c'est un peu tombé du ciel. Enfin, là, je crois, enfin, on va pas révéler tous les secrets de fabrication, d'autant que celui-là nous appartient pas. Mais enfin, c'était pas nous qui étions prévus au départ, voilà. Donc on a un peu remplacé quelqu'un et qui s'est dédié. Et ça nous est donc un peu tombé dessus, mais je
je crois que ça fait partie de... Enfin voilà, quoi. C'est une convergence d'élan entre l'éditeur, Maurice Darmon, que vous avez cité tout à l'heure, Jacques et Mhm. moi. Chacun, on avait écrit un ouvrage sur un film de Tarkovsky et ça nous a paru tout à fait plaisant, justement, de faire celui-là dans les circonstances que vient de décrire Jacques. Alors, on va, quelques questions. On commence par la zone pour le coup. Comment je pourrais formuler cette question? Si, on va dire que le film commence, c'est un monde gris, très étroit, presque étouffant. Est-ce que cet aspect-là qui ouvre le film, est-ce qu'il est assez important? Et puis surtout, en quoi ce monde initial est-il déjà une forme de prison dans ce film, avant même l'entrée dans la zone? Peut-être, si tu permets, Jacques, je vais répondre un peu à côté, en disant que ce monde, donc, qui est en sépia, gris, enfin, qui est cette espèce de société de post-apocalyptique, enfin, c'est pas enfin, il me semble, c'est pas du tout l'aspect le plus intéressant du film, parce que c'est un monde relativement convenu, comme vous l'avez dit, il est étroit, Mmh. il est étouffant, etc. Et il est important parce qu'en fait, il prépare par contraste ce que l'on va voir dans la zone et qui là est absolument neuf. Totalement une invention plastique extraordinaire de la part de Tarkovsky. Et donc, ce qui est vraiment ce qui fait le film, c'est la zone elle-même qui est en couleur. Et effectivement, l'ouverture vient surtout préparer cette épiphanie, cette découverte formidable de la zone. Oui, je vais enfoncer le clou. On l'a dit, on l'a écrit quelque part, je crois, dans le livre, hein, la scène où les 3 voyageurs, arrivent, débarquent de leur draisine, c'est un moment un peu magique dans le film. On est en couleur, on est devant ce paysage complètement, inattendu et très étrange par bien des aspects et on nous déclare que c'est l'endroit le plus silencieux du monde, enfin bon, et cetera, et cetera. Donc il y a vraiment un... Oui, le film bascule à ce moment-là dans autre chose et c'est vrai que ça rend par contraste tout ce qui précédait absolument sinistre. Je crois qu'on peut au passage juste signaler que c'est un des points sur lesquels Tarkovsky a ajouté, enfin a changé, son point de départ, le roman d'Estrugatsky. Dans le roman d'Estrugatsky, la zone, c'est surtout un dépôt, une déchetterie. C'est un Mmh. dépôt où des extraterrestres qui ont séjourné dans 6 endroits sur la planète, d'ailleurs il n'y en a pas qu'une, il y en a 6, ont laissé des tas de machins totalement inidentifiables, certains qui sont très utiles, comme les batteries qui se déchargent jamais, et d'autres dont on ne sait pas quoi faire. Alors il y a tout un trafic autour de ça. Le livre est très encombré par ça, que Tarkovsky a complètement enlevé, pour garder qu'une chose de la zone, c'est elle devient non plus un dépotoir ou une déchetterie, mais un esprit. Bon, là, on reconnaît Tarkovsky, bien sûr, qui met de l'esprit partout, mais là, ça a été radical. Et effectivement, le film bascule au moment où on arrive dans la zone, parce qu'on sent qu'enfin, on va nous montrer ce pourquoi on nous a longuement préparé. Le fait que le stalker, quand il apparaît, si je me souviens bien, d'emblée fatigué, voire même fragile, est-ce que ça serait l'une des clés du film? Bon, je dis 2 phrases, mais le stalker, il est tout le temps fatigué, oui, ça c'est sûr. Il est fatigué parce qu'il alors, là aussi, il y a 2 aspects, hein. Il y a l'aspect réaliste. C'est un homme qui a beaucoup vécu, qui a été au goulag ou son équivalent dans la fiction, qui est un intello parce qu'il a une bibliothèque extrêmement fournie, mais qui a renoncé à tout ça pour, devenir une espèce de... on ne sait pas trop, un stalker, quoi. Cette chose, innommable autrement. Donc oui, il est fatigué et par ailleurs, il n'a pas une pulsion vitale très forte, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent. Oui, il est aussi sans arrêt soumis à une menace, en fait, hein, puisqu'il le dit lui-même, traverser la zone, ce qu'il fait
à plusieurs reprises, c'est son métier, traverser la zone, c'est dangereux. Et donc, pèse sur lui une menace constante, hein, dont son physique est le témoin, hein, et dont sa fragilité, effectivement, est la conséquence. Et la fragilité, c'est une valeur tarkovskienne, on pourrait dire, hein. Il faut qu'il mette cette fragilité un peu partout. Et donc, c'est important que le stalker soit pas aux commandes, en définitive, de sa propre Oui, vie. oui, il faut qu'il mette sa fragilité partout et il faut qu'il la mette à l'épreuve surtout, hein. Oui. On a le sentiment d'un personnage qui a accepté la douleur, la souffrance. Alors, on est dans Tarkovsky jusqu'au cou, hein, bien sûr, Mmh. mais il est fragilisé par ce qu'il a vécu et non seulement il l'accepte, mais il en redemande. Et ça s'accompagne de choses qui n'ont pas beaucoup été commentées dans le film parce que je crois que personne n'a envie de psychologiser le stalker. Mais bon, je vais dire un truc peut-être un peu grossier, mais visiblement, il baisse plus avec sa femme, par exemple. Ouais. Par exemple, ce qui est pas rien. Mais Et alors, ce que, oui, pardon. et ce que Tarkovsky fait porter au personnage de la femme et non pas au personnage de l'homme, hein. Tout à fait, tout C'est à par fait. elle je peux même pas dire qu'on le comprend, qu'on le ressent, disons. On l'imagine, enfin oui, qu'on le ressent, tu as raison. Ouais, C'est un ressenti. Oui, ouais. oui, la scène qu'on a décrite pudiquement comme on a pu dans le film, mais qui est quand même très, très, très expressive, hein, la scène où elle se roule à terre, où on voit ses pointes de sang. J'ai l'impression que, bon, on est chez Tarkovsky, donc c'est quelque chose d'assez récurrent, mais j'ai l'impression que dans Stalker, hem, à l'image de La Zone, le film nous oblige à renoncer à toute logique habituelle. Oui, bah, c'était le point de départ, hein. Je pense, peut-être on peut penser que c'est ça qui l'a attiré dans le roman, c'est ce monde qui est le nôtre, mais pas tout à fait le nôtre. Enfin, ça, c'est quand même une constante de Tarkovsky. Mmh. Après, oui, bah, il a travaillé dans ce sens-là. Je sais pas, oui. Oui, oui, vous avez raison. L'idée, c'est pas tellement que la zone soit mystérieuse au sens où il y aurait quelque chose à découvrir ou un sens à découvrir, mais elle est beaucoup plus mystérieuse que ça. Et l'expression, je sais pas, logique inhabituelle, en effet, est peut-être plus juste de ce point de vue-là. C'est que, d'une certaine manière, il n'y a rien à découvrir. Donc, c'est un mystère encore plus opaque, hein. Ça n'est pas une énigme à résoudre, disons. Si je peux enchaîner encore sur ce que dit Vincent, parce qu'il y a quand même un indice très fort dans le film, hein, que très, très peu de critiques ont relevé, peut-être, pardon, qui est le fait qu'on nous dit tout le long, on, c'est surtout le stalker, que la zone est une puissance, un esprit, et cetera, qui a tout le pouvoir, qui peut faire toutes sortes de choses, mais dans le film, on n'en voit rien. On ne voit la zone faire rien, absolument rien. Le stalker nous dit: «Oh là là, si on retourne en arrière, il va se passer une catastrophe», mais pas du tout. Le professeur est resté en arrière et il a parfaitement bien survécu en mangeant son sandwich, il y a aucun problème. Après on nous dit, «Oh là là, vous allez passer dans le hachoir, ça va être terrible», mais non, il se passe rien du tout. Il se passe des tas de choses, mais dans le discours du stalker et on pourrait presque aller jusqu'à dire dans la tête du stalker. Voilà, c'est-à-dire que le film nous laisse dans une très, très grande ambiguïté là, je trouve. J'ai l'imp Oui. Et en même temps, l'image porte cette, cette potentielle puissance de la zone, hein. C'est ce qui est plastiquement extraordinaire dans le film, hein. Tout à l'heure, Jacques décrivait la magie de l'arrivée dans la zone. Euh, Ça compte aussi dans le soupçon que nous pouvons avoir, hein, des puissances de cette zone. C'est comme si le cadre dans ce film, empêcherait autant qu'il montre. C'est très, très bizarre. J'ai toujours la sensation que Tarkovsky nous disait, qu'il fallait accepter, c'est très basique, hein, ce que je veux dire, de ne pas tout voir pour le coup, d'accepter hem, qu'il limite volontairement notre regard.
Et c'est pour ça que j'ai l'impression que ce cadre-là, il empêche autant qu'il montre. Oui, mais il faudrait pas comprendre le hors-champ, en fait, ce que vous décrivez là, hein, Oui. le hors-champ comme une possibilité justement de réponse ou de solution, hein. Chez Tarkovsky, il n'y a pas une solution cachée derrière le cadre ou Ah non, non, ou je une trouve aucune explication. solution. Je ne cherche aucune solution quand j'étais chez Voilà. Tarkovsky, Mais, voilà, dans mais n'importe quel film de cinéma pour le coup. Mmh. donc le cadre n'empêche pas forcément de comprendre. Ce qui est important, ce qui est intéressant chez Tarkovsky, c'est qu'on a quand même l'impression que tout est là, hein, Oui. et que voilà. Oui, là aussi j'enfonce le clou. Je trouve qu'il y a très peu de hors-champ dans ce film, hein. Il y a pas du tout cette facilité dramatique qui consiste à dire: «Il y a un fantôme qui va arriver du Mmh. hors-champ» ou «Il y a un personnage qui va venir au secours des malheureux». Non, c'est pas du tout ça, tout est là en effet, et je corrige un petit peu ce que j'ai dit sur la zone. Il y a des moments où elle intervient, mais c'est purement dans l'image. C'est l'orage à la fin du film quand les 3 sont devant la chambre avec cette chose mystérieuse sur la couleur qu'on a interprétée de 50 façons différentes, et on a bien fait, il faut l'interpréter. Et puis il y a l'oiseau qui disparaît quand même, dont très peu de critiques ont parlé là aussi, parce qu'on peut le manquer facilement. Il y a quand même des petits miracles, mais d'abord, ils sont pas dangereux. Ils n'attentent pas du tout à la vie des personnages, et deuxièmement, ils sont discrets. Ils sont pas du tout là où le stalker les met. Curieusement, le stalker n'en parle pas de ça. Il y a aussi autre chose par rapport au cadre, comme d'habitude, enfin, toujours, mais ça, c'est ce que vous dites, je crois, dans le livre, si je ne me trompe pas, au niveau des portes, des fenêtres, donc cadres, les tunnels, et ça revient constamment. Je voulais savoir pourquoi il y a cette obsession des seuils chez Tarkovsky dans ce film, pour le coup. Pourquoi est une vaste question. Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi Ben, pas? Comme me répondait un jour un prof de cinéma. Eh ben, pourquoi pas? Je dis bon, non, bah, non, 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 bah, oui, non, mais c'est vrai, on peut répondre pourquoi pas, mais le fait est là, hein, je suis d'accord. Il y a des ouvertures, il y a une insistance très forte sur les portes qui s'ouvrent, les fenêtres qui s'ouvrent, mais surtout quand même dans la première partie, enfin dans le monde, hors zone, si je puis dire. La zone, elle est organisée de façon à la fois plus compliquée et plus fluide, où encore une fois l'image joue un très grand rôle. Pensez à la traversée de la voiture avec les cadavres, vers le début de l'exploration de la zone. Il y a une voiture qui est là au milieu des tanks, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait là, et puis, on passe à travers. Alors c'est une performance de caméra assez remarquable, hein, en fait, on peut en tant que spectateur ne penser qu'à ça à ce moment-là, mais où est la caméra? Surtout si on est un spectateur un peu détaché comme on l'est maintenant. Mais de fait, on aperçoit quand même des cadavres momifiés, et fugitivement, parce que ça passe assez vite, on se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi?» Donc il y a sans arrêt on nous amène des choses sous les yeux qui sont faites pour nous étonner, pour nous mobiliser, pour qu'on se demande où on est et qu'on n'ait pas de réponse. Ça, c'est clair. Et puis la question du seuil, elle, qui est effectivement, un motif, enfin oui, disons rapidement un motif plastique, dans le film. Cette question, elle existe dans bien d'autres films de Tarkovsky, hein. Pensez à La forêt du miroir. La Ah forêt oui. du miroir, c'est aussi cet espace dans lequel, à un moment donné, on va pénétrer avec les personnages ou au contraire, on va rester avec eux, et qui est d'une essence complètement différente de ce qui se passe à côté, hein. Mais ce qui se passe à côté n'importe jamais. Ce qui importe, c'est ce qui est là, hein, et peut-être ce dans quoi on va pénétrer. Je n'ai pas lu le livre dont tu es, on va dire, adapté. Je ne sais pas si c'est le verbe approprié, vu qu'il y a eu, je crois, 12, 13, 14 versions. Mais est-ce que le stalker du livre ou alors les personnages du professeur, de l'écrivain, est-ce qu'il y a eu de grands changements hem, par rapport à ce que voulait souhaiter Tarkovsky dans le film? Par exemple, est-ce que dans le film, on se pose plein de questions, c'est évident et c'est pas très grave en même temps, à savoir est-ce que le stalker, vous l'avez dit, il y a l'idée de l'homme brisé, vous l'avez évoqué, indirectement Jacques, mais en tout cas il y a de cela.
ou un guide ou un croyant, peu importe. Est-ce qu'il y a eu un grand changement entre le livre et le film? Et en même temps, ça me permet de poser cette deuxième question. Finalement, qu'est-ce qu'il attend du stalker Tarkovsky lorsqu'il fait ce film? Bah, là, tu compléteras, hein, Vincent, mais il y a un changement évident et et un changement majeur qui, je crois, est intervenu au moment de la rupture, enfin à l'été 77. Dans le livre, le stalker, c'est un jeune type très décidé. C'est un macho de première grandeur, Mmh. un aventurier. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout un mystique comme dans le film. C'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent, conduire des gens et montrer ses gros bras. Ça a à peu près rien à voir. Le stalker du film, c'est une espèce de renversement terme à terme du stalker du livre. Je crois que c'est le changement majeur, hein. Ça va avec le fait que la zone est devenue non plus une déchetterie d'extraterrestres, mais un réservoir de magie et peut-être de mystique. On n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même dans le film une dimension mystique qui se traduit très simplement par le mot que Tarkovsky emploie pour donner ses consignes aux dernières versions du scénario, quand il dit il faut que le stalker apparaisse comme une espèce, il dit pas comme une espèce de, d'ailleurs, comme un messie. Ah oui. Au lieu d'un aventurier macho décidé à tout casser, il veut en faire un messie. Alors, quoi que ça veuille dire, hein. Oui, oui, parce que c'est pas non plus le terme auquel on penserait tout de suite en voyant le film, hein. Donc, c'est une, c'est une sous-signification, disons, hein. Moi, je répondrais bien à la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qu'il attend de Stalker, Tarkovsky? Moi, je crois que justement, il attend quelqu'un qui découvre avec lui et avec nous quelque chose qu'il ne comprend pas, hein. Et ça aussi, c'est très dans la ligne de Tarkovsky. Je ne sais plus quel collaborateur de Tarkovsky disait Tarkovsky, c'est un naïf complexe, hein. Il faut qu'il soit naïf pour découvrir le monde, donc pour nous le faire découvrir d'un regard nouveau. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, comme le disait Jacques tout à l'heure, a un passé, a une expérience, a une culture, ce stalker, qui lui fait échafauder une quantité d'explications, hein. Donc c'est à la fois quelqu'un qui ne comprend rien, mais qui a des réserves d'interrogation, disons, hein, ou de réflexion. C'est tout à fait Tarkovsky. Je crois que le moment le plus significatif dans ce sens-là dans le film, c'est évidemment la pause au milieu du film quand les trois sont allongés, fatigués par le passage de quoi? C'est le tunnel sec qu'ils ont passé. Et c'est là qu'il y a les deux allusions bibliques, enfin évangéliques, oui, bibliques, évangéliques, pardon. C'est d'une part la citation de l'Apocalypse, hein, la citation du 6e sceau, cette voix venue on ne sait pas d'où, qui est peut-être la voix de la femme du stalker, il paraît, et qui prononce sur le défilé des objets dans l'eau ce passage du 6e sceau. Alors bon, ça peut susciter d'innombrables interprétations, mais enfin c'est là, hein. C'est là comme une perspective de fin du monde, grosso modo. On ne va pas aller plus loin. Fin du monde et révélation. Apocalypse veut dire révélation. Donc révélation de quoi? C'est pareil, hein, interprétez s'il vous plaît, spectateur. Et puis il y a le deuxième passage qui vient juste après. Là, c'est le stalker qui parle et qui raconte quelque chose d'un peu obscur, mais où on reconnaît facilement l'épisode des pèlerins d'Emmaüs. Or, les pèlerins d'Emmaüs, là c'est presque trop clair, hein. Ils sont trois, mais dans les trois, il y en a deux qui sont ignorants, et puis il y en a un qui sait, et qui les mène vers la révélation, justement, vers l'avenir, vers le salut aussi, qui est le Christ. Donc là, à ce moment-là, on est induit par le film, je dirais pas forcé, mais on est vraiment induit quand même assez fort à projeter ça sur la structure du trio. Il y en a un qui mène les deux autres. Alors, comme Christ, il ne se pose pas là, évidemment, c'est assez étrange, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là.
par rapport à l'écrivain et au professeur qui, comme par hasard, représentent la littérature et la science. Hein. Bon, c'est quand même le littéraire, le scientifique et le croyant. Voilà. Mais c'est pas dit. C'est pas dit. Hein. C'est au spectateur de construire ça ou aux critiques. C'est nous qui le construisons. C'est marrant parce qu'il y a il y a aussi le, enfin c'est marrant, pardonnez-moi, c'est une carte de phrase, mais je veux dire, le rapport aussi à la chambre, qui est un peu au cœur du film, on n'y entre jamais. Et j'ai l'impression que ça, la chambre, la zone, tout cela dans le film, mais en même temps, c'est récurrent chez Tarkovsky, certainement. Mais j'ai l'impression que dans Stalker, et je crois que c'est un peu ce qui est écrit dans le livre aussi, si j'ai bien lu, tout cela est montré davantage comme une idée, mais pas comme un lieu. Et donc, le film est rempli d'idées. Et on ne peut s'empêcher de vouloir interpréter ces idées, parce que même si ce n'est pas évident, pour le coup. Oui, c'est peut-être plus de virtualité, hein, au sens où effectivement, c'est un lieu qu'on ne voit pas, c'est un lieu, je ne veux pas spoiler la fin du film, mais c'est un lieu au seuil duquel ils vont s'arrêter, effectivement, et donc on peut tout y mettre. Comme eux-mêmes, ils mettent tout en définitive, et qui, parce que le film continue après, se révèle ne pas avoir autant d'importance peut-être que celle qu'on voulait lui prêter. Là aussi, il y a une ambiguïté extraordinaire, hein, parce que on les laisse devant la chambre dans ce plan magnifique, hein, avec les lumières et tout, qui est quand même un des sommets visuels du film. Et puis on les abandonne et on les retrouve au bistrot d'où ils sont partis, bistrot triste, là, et on ne saura jamais comment ils sont revenus. Il y a cette phrase qui est prononcée à un moment par le stalker, dans la zone, on ne retourne pas. On ne retourne pas, mais on revient. Alors là aussi, hein, là, c'est vraiment, c'est comme on veut, c'est presque un gag, hein, de la part des scénaristes et de Tarkovsky. C'est spectateurs, débrouillez-vous, ou ne posez pas la question, ou pensez à autre chose. Mais on ne peut pas penser vraiment à autre chose parce que, comme vous le disiez tous les deux, ça laisse ouverte la question, mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette fameuse chambre? Ils sont entrés dedans, ils repartent avec quelque chose, et c'était quoi? C'était le paradis? C'était, pour filer la métaphore, voilà, on ne saura jamais, hein, là on est dans la totale ambiguïté. Ce qu'on sait en revanche, c'est que justement, comme tu viens de le dire, ce plan est magnifique, où ils sont tous les trois assis dans une composition parfaitement harmonieuse, avec l'eau qui tombe, avec cette lumière dorée qui apparaît. Or, cet accomplissement plastique, ça n'est évidemment pas rien de la part de Tarkovsky. Je vous rappelle que Tarkovsky aimait particulièrement dans la Trinité de Roublev, précisément l'harmonie des trois corps dans la composition. Et donc, on peut se dire que c'est un accomplissement, cette harmonie plastique du plan. Et donc, ça ne passe pas par l'anecdote ou par l'intrigue, mais en fait par une résolution qui est la résolution esthétique dans le film. C'est très étrange parce qu'en revoyant le film pour cette émission, je pensais à toute la séquence de la chambre. Je pensais à un autre film complètement, enfin pas si éloigné que ça, mais qui reprend, en tout cas qui est très influencé par Tarkovsky. C'est le film Interstellar de Christopher Nolan. Et c'est autre chose, certes, peu importe. Mais c'est très étrange parce que c'est un film avec lequel j'ai quelques difficultés. Mais en tout cas, il y a cette séquence pratiquement vers la fin du film où toutes les questions auxquelles on se pose vont être. Il va y avoir des réponses. Bon, on n'est pas chez Tarkovsky. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve toujours le motif de la chambre, l'enfance, le temps est suspendu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que autant chez Nolan, eh ben, bizarrement, il n'arrive pas à faire exister ce temps intérieur, autant chez Tarkovsky, je le ressens de plus en plus, qu'il fait exister ce temps intérieur et qui se traduit par le fait qu'il transforme notre regard et qu'en fait, on finit par, je pense, ne plus se soucier de savoir
pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi ces objets? Pourquoi ces paysages? Pourquoi il rentre pas dans cette chambre? Pourquoi cette et on se laisse, aller. Parce que je crois que ça fait exister un temps intérieur qu'on ne retrouve pas forcément, si je devais le comparer avec, en tout cas, quelques séquences d'Interstellar. Mais j'y avais pensé, je sais pas, voilà, j'avais pas prévu de poser cette question, mais par rapport surtout à l'existence du temps intérieur. Moi, c'est ça qui me travaille beaucoup. Oui, bah, c'est clair que les références voulues ou non voulues à Tarkovsky dans le cinéma états-unien euh, font, font, font voir encore mieux, hein, ce qu'on voit de toute façon chez Tarkovsky, parce que Ouais. justement, il n'y arrive pas. L'adaptation de Solaris avec Georges Clooney, c'est une catastrophe, parce qu'il a absolument rien compris. Enfin, il est visiblement en partie plutôt du film que du roman, là aussi, et il a absolument, enfin, il a voulu faire le malin et il s'est planté. Oui, j'avais pas pensé au rapport avec le film de Nolan que j'ai pas revu récemment, mais c'est sûrement un peu la même chose. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ces deux idées du cinéma totalement opposées et à mon avis peu compatibles, hein. Mmh. Tarkovsky, de toute façon, ça reste quand même très 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 singulier. Chez Nolan, d'une manière générale, le temps est un sujet, est un thème dans les films. Oui. Chez Tarkovsky, c'est la matière de ces films. Et effectivement, ça fait toute la différence. Ouais. Il y a un peu de ça. Je rappelle donc Tarkovsky dans les pas de Stalker, 1973-1979. C'est édité chez 202 éditions et le livre est pensé et écrit par Vincent Amiel et Giacomo. Hem, on a dit 0,01% de ce qu'il y a dans le livre, je le dis souvent. Mais peut-être une dernière question, qui oui, effectivement, se rapproche un peu de l'interprétation, mais qui pourrait peut-être une conclusion un peu ludique. Toutes ces portes, elles s'ouvrent vers quoi selon vous? Vers l'ailleurs, vers un ailleurs comme on dit, vers nous-mêmes ou alors peut-être vers une autre idée du cinéma pour le coup? C'est comme votre question est un peu comme le film, hein. On peut interpréter de plusieurs façons et de préférence, il faut interpréter de plusieurs façons. C'est un film qui n'a pas une interprétation, qui ne peut pas en avoir une. S'il en a qu'une, c'est qu'on n'a pas été vraiment sensible au film parce qu'il la déplace, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, il la remet en cause. Donc il faut en avoir plusieurs. Donc c'est tout ce que vous venez de dire, plus encore certaines autres choses. Je crois que les portes, elles ouvrent aussi sur ce que Tarkovsky pense de l'art, c'est-à-dire précisément que ça n'est pas une réponse, hein, que l'art n'est pas une réponse, que ce soit le cinéma ou la peinture. Enfin, Dieu sait si c'est quelqu'un qui est nourri de culture artistique. L'art permet de complexifier et pas de répondre. Vous ne vous dites pas quand vous écrivez sur ce livre, enfin dans ce livre, quand vous écrivez ce livre, pardon, sur Tarkovsky, parce que c'est quand même un personnage très à part dans l'histoire du cinéma. Vous vous dites pas à ce moment-là, est-ce que finalement ce que je propose, pardonnez-moi pour cette question provocatrice, mais est-ce que je crains que finalement ça se périme très vite, vu qu'il y a tellement de surinterprétation, d'interprétation. En fait, la question, c'est oui, c'est ça que je voulais vous poser au début de l'émission. C'était vraiment comment on approche cette œuvre-là, ce film-là, en l'occurrence. Et quand je disais ensemble, c'était, je voulais pas parler de cuisine interne pour le coup, mais c'est vraiment au niveau de la subjectivité. Voilà, c'est surtout ça. Comment on approche cette œuvre-là en essayant quand même d'intégrer dans l'exercice analytique ou critique, quand même quelque chose de l'ordre de la subjectivité. On ne peut pas ne pas faire ça. Je pense que c'est très important, c'est même fondamental. C'est ce que demande Tarkovsky, en tout cas, dans ses films. Enfin, comme tu veux, ce qui se périmerait très vite, je crois, c'est plutôt l'interprétation. Que notre sensibilité, parce que c'est ça qui est en jeu, que notre sensibilité de spectateur analytique, critique d'aujourd'hui évolue, enfin ne soit plus la même que celle d'un spectateur dans 50 ou dans 100 ans, c'est bien possible aussi. Hein, mais ça n'est plus une question de, de validité de la réponse. C'est Mmh. effectivement une question, encore une fois, de pression du temps, peut-être.
C'est un film qui a 50 ans, hein, Stalker, presque. Donc il est quand même loin dans le temps. Donc on a déjà, malgré tout, on bénéficie déjà d'un recul confortable. On n'est plus dans le... Moi, je me rappelle l'avoir vu dans les années 80, avoir détesté ça, mais vraiment détesté. J'ai mis très longtemps à m'accoutumer à Tarkovsky. Ça a été grâce à quelques étudiants bienveillants et un peu plus alertes intellectuellement que moi, peut-être, ou plus de sensibilité. Mais voilà, ceci pour dire que Tarkovsky, chacun en fait ce qu'il veut, mais à coup sûr, c'est quelque chose qui résiste, quelque chose qui s'impose si on le laisse s'imposer à vous, quelque chose dans lequel on peut entrer. Il y a toutes sortes de réponses et elles sont toutes de l'ordre, comme le disait Vincent tout à l'heure, toutes de l'ordre du ressenti. Il n'y en a pas d'autres. Les réponses intellectuelles ne suffisent absolument pas avec Tarkovsky. Donc, de ce point de vue-là, je suis assez tranquille. Je pense que ces films resteront visibles à qui voudra les voir encore assez longtemps. Et puis 50 ans, c'est jeune encore. Hein. Un film qui a 50 ans, c'est très jeune. C'est pas encore. Ouais. Tarkovsky dans les pas de Stalker, 1973-1979, c'est édité chez 202 éditions. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez toutes les informations pour vous procurer ce livre, mais aussi les autres de cette collection. Et Vincent Amiel et Jacques Aumont étaient venus pour nous en parler 3/4 d'heure. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir consacré du temps. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Samir. Plaisir partagé. À bientôt. À très vite. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.